Donc, Daniel est prêt à répondre à nos questions. Donc, qui a des questions? Oui. Vous avez montré beaucoup de photos. Je me demandais s'il y en avait qui étaient vraies parmi celles-ci. Et s'il n'y en avait pas, vous avez cité un phénomène de psychisme que l'OVNI empêchait la personne d'utiliser son appareil photo. Est-ce que c'est généralisé à toutes les OVNI ou tous les OVNI triangulaires, ou c'était juste ce cas-là? Bon, alors bon, là c'est un cas un peu spécial, puisque là, bon, le témoin était chez lui, il avait son téléphone portable à côté de lui, et puis bon, il a vu passer le triangle. Alors c'est pas... bon, maintenant presque tout le monde a un téléphone portable dans sa poche, dans son sac. Bon, et souvent on a constaté, bon, je dis pas que c'est dans tous les cas, mais souvent on a constaté que le témoin était dans l'incapacité d'utiliser son téléphone portable. C'est-à-dire que, bon, la personne, alors, il peut y avoir plusieurs explications à ça. Il peut y avoir l'état de sidération ou l'état de stupéfaction, c'est-à-dire le témoin qui est confronté à un phénomène extraordinaire se trouve comme pétrifié et il ne pense pas à utiliser son téléphone portable qu'il a dans sa poche. Voilà. Mais souvent, quand il essaye de l'utiliser, eh ben, il n'y arrive pas. Bon. Alors, nous, on a reçu quelques vidéos d'OVNI triangulaires faites avec des téléphones portables. Bon, on ne voit que 3 petits points lumineux qui se déplacent dans le ciel, hein, c'est tout. Hein. Bon. On ne voit pas de... On voit pas... Ah, je te vois plus là. Parce que j'ai fait un essai et... donc, je ne peux pas dire que c'est général, mais on note que dans certains cas, effectivement, le témoin est comme, je dirais, paralysé ou est dans l'impossibilité de se servir de son téléphone portable. C'est un constat général. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de documents photographiques probants de ces structures triangulaires. Ok. Donc... Bonsoir. Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de documents, mais je suis étonné qu'il n'y ait pas de... Normalement, il y a seulement des caméras de surveillance qui, elles, n'ont pas d'effet psychologique, ne sont pas influencées psychologiquement. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de documents, dont des caméras de surveillance, par exemple, qui filmeraient par hasard le passage de ces engins. Voilà. Ce qui m'étonne toujours là-dedans, c'est l'absence de documents, de vidéos, vu comme vous dites, le fait que tout le monde a un téléphone portable et chacun peut, dans un événement semblable, filmer ou prendre des photos. Voilà. Même les satellites qui surveillent la Terre. Même un satellite. Moi j'ai vu un pan et ça a duré par intermittence pendant 1 heure et j'avais mon téléphone portable et j'ai rien photographié. Parce que à chaque fois je me disais, ah bah non, ça y est, il est parti, ah bah tiens il revient, ah bah non mais il faut que je fasse autre chose, ah puis voilà, et puis au final j'ai pas photographié. Mais bon, mais c'était pas psychique, hein, c'était purement l'étonnement, l'incapacité de réagir. Pardon, c'est quoi? Phénomène aérien non identifié. Oui. Voilà. Alors, il y a des théories qui courent sur le net qui diraient que les ovnis triangulaires sont en fait des technologies humaines. Oui, les TR-3B, oui. Des engins, voilà, une technologie ultra moderne, encore secrète. Technologie américaine secrète. secrète. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais... Je peux parler, non? Oui, vas-y. Oui, alors je m'attendais à cette question, hein, bien évidemment. C'est la question centrale de ce problème. C'est une question qui est très pertinente d'ailleurs. Effectivement, on peut se poser la question de savoir est-ce que ces engins de forme triangulaire ne seraient pas le produit d'une technologie. Bon, j'en parle dans mon livre, donc je parle de 2 secrets américains, c'est le TR-3B Astra et puis l'autre, il y a 2 projets américains, c'est le projet Aurora. Alors bon, personne
de 3B Astra, donc faire des essais, ni d'ailleurs l'Aurora américain. Bon. Si on considère, enfin moi je suis assez logique, si on considère les caractéristiques de vol des engins triangulaires, qui sont capables de se déplacer très lentement, sans faire de bruit, à basse altitude, au-dessus des villes, je vois mal comment un projet noir américain pourrait voler en ayant les mêmes caractéristiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un bombardier B-2 voler, ça fait un bruit épouvantable. On le voit arriver à des kilomètres, ça fait un bruit épouvantable. En plus, ça ne peut pas descendre en dessous d'une certaine vitesse, qui est plus de 200 km/h. Enfin, dès qu'il descend en dessous de 200 km/h, il tombe par terre. Donc, les caractéristiques de vol des ovnis triangulaires sont tellement étonnantes qu'à mon avis, ça m'étonnerait qu'il existe des engins humains, enfin d'origine humaine, capables de les égaler. Voilà. Non, mais s'ils ont maîtrisé l'antigravité, c'est pas étonnant. Moi, je dis que s'ils ont maîtrisé l'antigravité, il n'y a rien d'étonnant. Et la MHD aussi, donc avec ces technologies, on arrive à plein de choses. Oui, d'accord, mais... Oui, alors, si... C'est pas avec des si qu'on fait de la recherche. Bien sûr, si on maîtrisait telle technologie, on pourrait aller visiter les étoiles les plus proches de notre système solaire. Bon, qui prouve que les Américains 2019 sont capables de maîtriser l'antigravité? Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce sujet, à part les sites Internet, et pour moi, les sites Internet, c'est pas forcément une bonne source d'information. Je vérifie toujours les sources. On peut émettre toutes les hypothèses, dire que les Américains maîtrisent aussi le voyage dans l'espace-temps, enfin, on peut tout émettre comme hypothèse. Mais les faits, malheureusement, sont têtus, et je pense qu'on n'a pas les technologies qui sont capables d'égaler les prouesses des ovnis triangulaires. Okay. Bon, le débat reste ouvert, hein. Je ne suis pas fermé à ces questions. Une autre question? Oui, j'ai une question sur la conclusion sur la bienveillance et la malveillance de ces entités extraterrestres. En observant la nature, toutes les formes d'espèces de notre planète, quand on est malveillant, on se cache pour surprendre. Et j'ai du mal, alors moi en tant qu'humain, d'imaginer une entité intelligente qui serait malveillante et qui se montrerait pendant des années. S'ils étaient vraiment malveillants avec la technologie qu'ils ont, puisque ça fait quand même des années qu'on les observe, je pense qu'ils seraient déjà passés à l'action. Ou je me trompe, peut-être. Je raisonne avec mon esprit humain, bien sûr. Ah, t'as entendu, Daniel? Oui, j'ai entendu. Je partage complètement l'avis du monsieur que je ne vois pas d'ailleurs, je sais pas où il est. Ah oui, parce que c'est de ma faute. Ce qu'il vient de dire, je souscris parfaitement. Hein. Donc là, on a parlé. C'est mieux là? Oui, je vois un peu mieux la salle, oui, effectivement. Donc on a parlé quand même d'observations qui remontent aux années 60, hein, on est en 2019. Bon, la logique, s'ils avaient été agressifs ou belliqueux, je pense qu'on le saurait déjà. Bon, alors par contre, pourquoi j'ai mis le mot inquiétant dans le titre de mon livre, c'est qu'en fait, on ne connaît pas réellement leurs intentions. C'est ça le problème et la question centrale. C'est-à-dire que les gens voient des ovnis, voient des triangles, qui survolent les villes, qui survolent les centrales nucléaires, qui survolent des usines, et on se demande pourquoi, quel est le but, quels sont leurs objectifs. Ils ont forcément un objectif. Alors je ne dis pas que c'est un objectif, on va dire, belliqueux ou agressif,
Et je ne pense pas que ces manifestations soient gratuites. Il y a une logistique si importante qui est déployée, je vois mal que ça servirait à rien. Je pense que derrière ces manifestations, il y a effectivement un plan. Il y a un planning, il y a un agenda. Mais bien évidemment, c'est pas le but, à mon avis, c'est pas d'exterminer l'espèce humaine. Sans ça, ça fait longtemps qu'on serait exterminé. Je partage tout à fait l'avis de cette personne sur ce point. Bonsoir, j'ai 3 petites remarques. Alors, premièrement, ma première interprétation devant ce corps noir qui absorbe la lumière, c'est qu'il absorbe aussi les sons et qu'il absorbe d'une autre manière qu'on ne connaît pas le psychisme. C'est pour ça qu'on aurait le sentiment d'isolement et le silence quand on est dans la zone d'ombre. C'est une interprétation physique plus simple. Bon. Deuxièmement, d'après vous, est-ce que tous les triangles sont les mêmes, c'est-à-dire équilatérales, de la même dimension, et que on le voit différemment parce qu'on n'arrive pas à déterminer l'angle? Et enfin, plus généralement, quelle différence entre les triangulaires et les ronds? J'ai pas compris la troisième question. La troisième question, c'est quelle est la différence entre les ovnis triangulaires et puis ceux qui sont ronds, les soucoupes? Ah oui. Bon, on va commencer par la troisième. Bon, la différence, elle me paraît assez évidente. J'ai mentionné 2 caractéristiques quand même qui sont assez étonnantes. Caractéristiques qui sont attachées souvent aux ovnis discoïdaux, ou ce qu'on appelle les soucoupes volantes. C'est-à-dire qu'on a, avec les soucoupes volantes, des atterrissages. Bon, on connaît tous les cas des années 50, 60, même plus tard, où on voyait des soucoupes qui atterrissaient dans un champ, qui atterrissaient sur une place, etc., ou sur une voie de chemin de fer. Bon. Et souvent, ces soucoupes, ces disques étaient accompagnés d'entités. Or, avec les ovnis triangulaires, on n'a pas ça. Il y a, à ma connaissance, à part les 2 cas américains, on n'a pas de cas de triangle où le témoin voit le triangle posé dans un champ. Ça n'existe pas. Où le triangle est posé et il y a une entité qui sort du triangle. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est une très très grande différence avec les ovnis de forme discoïdale ou les soucoupes volantes. C'est vraiment... on a l'impression qu'ils ne veulent pas se poser. Bon, ils survolent à basse altitude et très lentement les sites, les villes, les campagnes, mais ils ne se posent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Si ils s'étaient posés, ou s'ils étaient capables de se poser, on aurait des témoignages. Oui, je t'entends. Tu m'entends? D'accord. Alors, je ne sais pas si le monsieur a entendu ma réponse à sa troisième question. Je crois, oui. Oui, on l'a entendu. On l'a entendu. La différence entre les ovnis triangulaires et puis les autres types de... Oui, c'est bon, là. C'est bon? Ah oui. Bon. Alors, la deuxième question, la variété des formes des triangles. Dans mon livre, j'essaye de recenser les différentes formes qui reviennent le plus souvent. Donc, on a des triangles équilatéraux, avec les 3 côtés égaux. On a aussi des triangles, on va dire, isocèles, avec des angles aigus, très longs. Donc, et puis, on a des triangles avec les angles arrondis aussi. On a des triangles, alors aussi dans les tailles. Alors les tailles, ça peut varier entre 10 mètres, 15 mètres, et ça peut aller jusqu'à plus de 100 mètres. Il y a des témoins qui ont relaté des observations
où les triangles étaient aussi grands qu'un terrain de foot, par exemple. Un football. Un terrain de football américain, ça fait 90 mètres, je crois. Hein. Donc voilà, on a des structures triangulaires immenses. Donc ça va de quelques dizaines de mètres à plus de 100 mètres. Donc c'est colossal. Il y a quand même des structures qui sont quand même très imposantes, très impressionnantes. Hein. Il y a un cas, là, on a enquêté dernièrement sur un cas, c'était à la frontière suisse, c'était vers Chalex. Et le témoin, donc, il y avait 2 témoins qui ont observé un ovni triangulaire donc, en position stationnaire au-dessus des arbres. Il ne faisait pas de bruit et l'engin faisait, selon les estimations des témoins, au moins 150 mètres. Et il faisait 6 mètres d'épaisseur. Et il était stationnaire sans faire de bruit, voilà, au-dessus des arbres. Bon. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'engins d'origine humaine qui soient capables de faire ça. Et puis la première question, je ne me souviens plus la question qu'avait posée la personne. La première question, c'était quoi? C'était une hypothèse. Oui, en fait, c'était pas vraiment une question, c'était plutôt une explication sur le fait que le silence était lié à l'aspiration du son, des vibrations par le triangle. Hein. Oui. Comme la lumière. Alors moi, j'ai traité l'aspect noir parce que c'est un aspect frappant et qui revient très souvent dans les témoignages. Hein. Les gens notent fréquemment, ah oui, même lorsque c'est la nuit, le noir est très particulier, c'est vraiment quelque chose de très spécial, hein. C'est vraiment un noir profond. Alors est-ce que ce noir est aussi capable de capter les sons? En tout cas, ça capte les ondes électromagnétiques et la lumière. Ça peut aussi capter toute la gamme des ondes électromagnétiques. Donc ce qui pourrait expliquer aussi que ces ovnis ne soient pas détectables, qu'ils soient totalement furtifs. Voilà, c'est peut-être aussi un moyen d'assurer leur furtivité. Bon, là encore, on est dans le domaine des hypothèses. Hein. Ok. Alors, je vois qu'il y a plein de mains qui se lèvent. Oui, bonsoir Daniel, c'est Jean-Louis Agneau à l'appareil. Petite question, c'est Jean-Louis Agneau. Petite question, pour les gens qui n'ont pas l'habitude du sujet OVNI, on a souvent, dans les cas de phénomènes ufologiques, que ce soit des triangles ou d'autres phénomènes, les gens qui sont des témoins isolés. Est-ce que tu peux un peu développer ce phénomène, si tu en as connaissance? Des témoins isolés, c'est-à-dire, est-ce que tu parles du phénomène de l'isolement que ressent le témoin, ou le fait que le témoin soit tout seul à observer l'OVNI? C'est ça, c'est le fait que le témoin soit seul. Et ça peut perturber certaines personnes qui ne connaissent pas le sujet. Pourquoi une seule personne dans une OVNI puisse... Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Effectivement, alors ça c'est une question qui est très intéressante, parce que, effectivement, par exemple, là j'ai pris le cas de Xavier S, qui était à Nantes. Donc, en fait, il a vu arriver l'OVNI d'assez loin, et il a vu une boule blanche très très lumineuse, avec un blanc très intense. Et la boule, en s'approchant, s'est transformée en triangle. Et on a refait le parcours de l'engin, et l'engin a survolé la ville de Nantes, quasiment des quartiers très peuplés de Nantes. Hein. C'est une ville qui a plus de 100 000 habitants, il y a 300 000 habitants, je crois. Et donc, voilà, cet engin a survolé Nantes à basse altitude. Bon. La question qu'on se pose, et Xavier s'est posé cette question, pourquoi est-ce que j'ai été le seul à voir ça, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'autres témoignages? Bon, en plus, ce soir-là, Xavier m'a dit, ses voisins étaient eux aussi sur leur balcon, et puisqu'il faisait beau, étaient en train de regarder le ciel, bon, et les voisins n'ont pas témoigné.
Souvent, bon, on a des engins qui survolent des zones très peuplées et on n'a que 1 ou 2 témoins, alors qu'on devrait avoir des dizaines, voire des centaines de témoignages. Alors ça, c'est une question étrange. Alors souvent, les témoins ont l'impression que l'OVNI est venu pour eux. C'est-à-dire que, bon, comme il n'y a pas eu d'autres témoins, le témoin qui vient vers nous dit bah, moi, l'OVNI, il est venu pour moi, parce que je suis le seul témoin. Comme si l'OVNI s'était manifesté spécialement pour cette personne et pas les autres. Voilà. Bon, là encore, on ne peut émettre que des hypothèses, et c'est vrai que dans les cas où les ovnis survolent des zones très peuplées, bon, à Lyon par exemple, on a eu des cas où les ovnis triangulaires survolaient par exemple le quartier de la Croix-Rousse. Bon, à Lyon, je ne sais pas si vous connaissez le quartier de la Croix-Rousse, c'est des immeubles, il y a de l'animation, bon, voilà, il n'y a qu'un seul témoin ou 2 témoins qui se manifestent. Bon, le cas de Carnic aussi, là, à Bourg-en-Velin, c'est pareil. L'OVNI se manifeste à 18h à un carrefour, à un embranchement où il y a énormément de circulation et des piétons. Bon, là, on aurait dû avoir des dizaines de témoins. Et on n'a qu'un seul témoin. Bon. Alors, il y en a qui diront, oui, c'est parce que les autres témoins ne veulent pas parler. C'est vrai. Mais logiquement, on devrait avoir quand même plus de témoignages lorsqu'on a ce genre de cas. Bon, je n'ai pas d'explication, hein. Je constate les faits, je les enregistre, j'essaye et après, pour les expliquer, c'est une autre paire de manches. Enfin, j'ai pas d'explication. J'ai pas d'explication. Oui. Désolé. J'apporte un micro. Oui, merci. Okay. Voilà. Merci. Oui, monsieur Daniel, merci. Est-ce que vous pouvez, c'est un point particulier, on parle interrompu, c'est un point particulier, est-ce que vous pouvez nous faire un petit commentaire quand même, il y a des liens avec ça, sur la vague du 5 novembre 90 en France? Bien sûr, oui. Voilà. Bah, le 5 novembre 90, pour moi, ça reste une vague, je dirais, majeure, de manifestation du phénomène OVNI. Hein. Je pense que tous les ufologues un petit peu avertis connaissent la vague du 5 novembre 90. Bon, j'en parle un peu dans mon livre. Je parle aussi de la vague belge. Pour moi, le 5 novembre 90, c'est le prolongement de la vague belge. Hein. Sur la vague belge, on est en 89. 90, 5 novembre. Pour moi, c'était partie de la même vague. Bon, là, on a assisté vraiment à un déploiement spectaculaire de structures ayant... Alors, il n'y avait pas que des triangles. Il y avait des triangles. Il y a des témoins qui ont observé des triangles à basse altitude. Mais là, on a observé... Enfin, les témoins ont observé un festival de structures. Bon, il y avait des structures qui avaient des formes de parallélépipèdes. Qui de façon verticale, contrairement à toutes les lois de l'aérodynamique. Enfin voilà, il y a eu toutes sortes de manifestations en un laps de temps quand même relativement court, puisque la vague a commencé vers 19h, et puis au bout de 20 minutes ou 40 minutes, c'était terminé, il n'y avait plus rien. Bon. Alors bien évidemment, je ne souscris pas du tout à l'explication officielle qui avait été donnée à l'époque par... je renvoie PPDA au journal de 20h nous disant, voilà, on a expliqué le phénomène, ce n'était que la rentrée atmosphérique du 3e étage d'une fusée Proton soviétique dans l'atmosphère. Peut-être qu'il y a eu au même moment une rentrée, la rentrée dans l'atmosphère d'un 3e étage d'une fusée soviétique, mais ce que les gens ont vu, c'était pas ça. C'était pas ça, c'était autre chose. Là, certains ont peut-être cru que ça y est, c'était l'invasion, parce que c'était quand même très spectaculaire. Et on a à Lyon, et parfois on reçoit encore des témoins qui on a pu en 90, 20 ans ou 30 ans après, dire que les gens, souvent on a remarqué, c'est assez rare, les gens témoignent immédiatement de ce. On a eu un cas il n'y a pas très longtemps, c'est un monsieur qui a 76 ans maintenant, qui était un chimiste qui a travaillé
pour Feyzin, enfin, je ne sais pas si vous connaissez Feyzin, et il a vu, donc il était jeune, c'était un jeune étudiant, en 64, il a vu passer à Lyon, en Mermoz, il a vu passer un triangle noir. Voilà, en 64. C'est pas terrible. C'est un des premiers cas recensés d'observation de triangle noir. Et ce monsieur nous a dit, je n'en ai jamais parlé à personne. Depuis 60 ans. Toujours compté la statistique. Non, ces recherches n'ont pas abouti. Et là, il nous a dit, bon, maintenant j'ai 60 ans et que le témoignage subsiste. Voilà, donc vous avez des témoins qui ne parlent pas tout de suite de ce qu'ils observent. Ok. Voilà. Oui, encore une question sur le fait que les triangles noirs n'atterrissent pas. Est-ce qu'on peut imaginer comme réflexion qu'ils sont pilotés, non habités, mais pilotés, télécommandés, puisqu'ils n'atterrissent pas, puisque tout l'intérêt d'un atterrissage, c'est, toujours vu d'un humain, c'est quand le vaisseau est habité, il y a un intérêt à atterrir. Et si on observe tous ces milliers de cas qui n'atterrissent pas, peut-être que ces triangles noirs sont tout simplement télécommandés et non habités. Ça, c'était ma première réflexion. Et la deuxième réflexion, c'est que depuis les années 60, on voit différentes formes de technologies d'OVNI. Est-ce qu'on peut imaginer que ce sont différentes espèces qui nous visitent, et à ce moment-là, ils se sont refilés le mot et on est dans leurs favoris, quoi. J'ai mal entendu la question, enfin j'ai saisi le sens général des questions. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. Tu m'entends pas? D'accord. Oui. Bon, en ce qui concerne la première question, pourquoi les omnitriangulaires n'atterrissent pas? Parce que ça pourrait être des engins téléguidés. Oui, c'est une hypothèse, effectivement. Nous, on utilise des drones qui sont pilotés à distance. Pourquoi, s'il y a des visiteurs étrangers, ils n'utiliseraient pas des engins pilotés à distance? Oui, c'est tout à fait, c'est une hypothèse tout à fait plausible. Alors après, il y a la question du contact psychique entre certains témoins et l'OVNI. On l'a dans le cas, par exemple, de Xavier S. Xavier a formellement dit, a reconnu qu'il y avait comme une connexion avec une entité qui était à bord de l'OVNI, que cette entité avait une certaine puissance psychique, selon les propres termes du témoin. Donc, dans certains cas, il semblerait quand même que les triangles soient pilotés par des entités conscientes, intelligentes, qui ont quand même une certaine force psychique. Je ne dis pas dans tous les cas, mais effectivement, on peut supposer que les triangles soient pilotés à distance ou c'est des engins entièrement automatiques. C'est une hypothèse, pourquoi pas, oui, effectivement. La seconde question, c'était quoi? Je ne me souviens plus trop, c'était... La seconde question, Patrice, c'était quoi de monsieur? Il va le redire lui-même. Oui, vous entendez, la seconde question est la suivante. Depuis donc maintenant les années 60, 1948, depuis Kenneth Arnold, on observe différents types d'OVNI, de différentes formes, probablement de différentes technologies. Est-ce qu'il y a des réflexions sur le fait que ce soit des extraterrestres différents, venus de planètes différentes ou d'autres endroits différents? Et dans ce cas, ils sont tous au courant qu'on existe. Oui, alors... C'est pas la même espèce, je pense, qui resterait plantée là depuis 40 ans, peut-être avec des bases dans le système solaire, mais je pense pas que ce soit la même espèce qui soit là à nous observer depuis 40 ans sans rien faire, enfin sans prendre contact, vraiment. Oui, je comprends bien la question. Bon, ça c'est une question que se pose tout ufologue qui étudie l'histoire de l'ufologie, parce que l'histoire de l'ufologie, elle remonte pas à la fin des années 40, elle remonte au moins à la fin du 19e siècle,
si on va plus loin, bon, il y a des ovnis qui sont des cas d'observation d'ovnis depuis l'Antiquité. Donc ça, pour moi, c'est un phénomène très ancien, très très ancien. Bon, pour moi, ils sont là depuis très longtemps. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs ethnies extraterrestres? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule ethnie extraterrestre? Bon, franchement, je n'ai pas la réponse. Alors, si on écoute les différents auteurs qui ont écrit sur ce sujet, il y aurait au moins 4 types d'espèces différentes. Voilà. Bon, tout le monde connaît bon, les petits gris, les grands blonds, enfin voilà. Et bon, il y en a même qui vont beaucoup plus loin. Hein. Il y en a qui pensent qu'il y aurait plusieurs dizaines d'espèces d'extraterrestres différentes. Donc, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs la variété des manifestations du phénomène ovni. C'est une bonne hypothèse pour expliquer le fait que on voit des ovnis triangulaires, on voit des soucoupes volantes, on voit des cigares, on voit là on a reçu un cas récemment, la personne a vu un ovni en forme de goutte. C'est une grosse goutte d'eau. Voilà, bon, est-ce que c'est une ethnie extraterrestre différente qui pilote cette goutte? C'est possible. Bon, à partir du moment où on commence à accumuler des faits et qu'on commence à réfléchir et à vouloir émettre des hypothèses à partir de ces faits, là on s'aperçoit que tout est possible. Et c'est là justement où l'ufologie est passionnante, c'est-à-dire que ça fait travailler l'imagination et on peut spéculer à l'infini sur les différentes hypothèses. Bon, en ce qui me concerne, bon, je pense, pour moi c'est une évidence, on n'est pas tout seul dans l'univers. Et si l'univers est peuplé, il est peuplé de plusieurs ethnies extraterrestres qui sont certainement très 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 anciennes et qui sont venus visiter le système solaire. Peut-être, moi j'aimais aussi l'hypothèse que c'est peut-être eux qui sont les propriétaires du système solaire et nous on est peut-être que les locataires. Ils sont peut-être là depuis des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Et nous, bon, voilà, on apparaît brusquement sur la scène, et puis eux, ils étaient déjà là depuis très longtemps. Voilà. Mais bon, encore une fois, ça ne reste que des hypothèses. Oui, bonjour monsieur. Je voudrais vous demander une première question, ça m'a peut-être échappé. Est-ce que vous avez un recensement approximatif du nombre de témoignages ou d'apparitions de ces triangles? Première question. Deuxièmement, quel est à votre avis l'intérêt d'avoir une forme triangulaire pour des extraterrestres par rapport à un cercle ou une forme de soucoupe qui est beaucoup plus utile effectivement pour transporter des entités? Et s'il n'y a pas d'entité, quel serait l'intérêt d'avoir un triangle? Troisièmement, concernant le côté plat de ces triangles, on a regardé un petit peu quand même le Vantablack, et on voit bien que même si on met du Vantablack sur des objets qui ont une épaisseur, eh bien on voit l'épaisseur sur des angles en coupe, si vous voulez. On voit, quand on ne voit pas un triangle de face, qu'on le voit légèrement de profil, on voit nécessairement une profondeur. Donc il semblerait que même avec du Vantablack, il soit plat quand même. Et quatrième question, si vous avez une question sur... avez-vous une idée de la technologie de ces triangles soi-disant transparents? Merci beaucoup. Oui, alors ça fait beaucoup de questions. Alors, bon, en ce qui concerne la dernière question, est-ce que j'ai une idée sur la technologie qui est employée par ces vaisseaux ou par les entités qui pilotent ces vaisseaux? Non. Si on regarde les caractéristiques de vol de ces engins, à l'évidence, ces engins relèvent d'une technologie qui dépasse de beaucoup tout ce qu'on est capable de faire sur Terre. Ça me semble assez évident. Bon là, j'ai cité le cas de Chalex, là, sur lequel on a enquêté, il y avait 2 témoins. Donc ces gens voient, donc c'était vers 23h, ils revenaient du restaurant, ils étaient sur une voie, enfin il y a une route à 4 voies, et ils voient sur la gauche donc ce triangle immense, 100-150 mètres de long, 6 mètres de haut, qui stationnait immobile au-dessus des arbres, sans faire de bruit. Bon, visiblement, ces engins sont capables de prouesses
qui pour le moment, on est incapable de faire ça. Je veux dire, bon, on est capable de faire du vol stationnaire, mais vous voyez, bon, si vous avez un hélicoptère, le bruit infernal que ça fait, bon, n'importe quel engin en vol stationnaire, bon, ils utilisent finalement des lois physiques assez simples, c'est action-réaction. Donc on envoie un flux vers le bas, et puis ça permet à l'engin de rester en vol stationnaire. Et ce flux, bon, c'est un flux d'air, ça fait du bruit, ça fait du vent, voilà, il y a une manifestation physique. Dans le cas de Chalex, pas de bruit, les arbres étaient parfaitement immobiles, et la cime des arbres ne bougeait pas. Et l'OVNI était au-dessus, à quelques mètres au-dessus des arbres. Donc on voit tout de suite qu'on a affaire à quelque chose de très très supérieur à ce qu'on est capable de faire actuellement. Enfin, pour moi ça me semble assez évident. Donc si c'est très supérieur, bon, on peut toujours dire qu'ils utilisent la MHD, ils sont capables de déformer l'espace-temps. Bon, ça reste que des théories et des hypothèses, mais scientifiquement, ils ont une sacrée longueur d'avance sur nous, hein, ça c'est clair. Après, alors les trois autres questions, c'était pourquoi la forme triangulaire? Oui, notamment. Oui. Là, c'est pareil. Alors, bien sûr, on peut penser que la forme... Nous, on commence à faire des drones, bon, j'ai un peu étudié la question, des drones qui ont une forme triangulaire. Bon, qui était fabriqué par Dassault, qui a une forme triangulaire, mais échancrée quand même. Hein. On voit que ce n'est pas un triangle parfait. Donc, on commence à utiliser la forme triangulaire pour faire voler des engins. Mais c'est pas pratique, hein, c'est pas pratique, c'est difficile à piloter. On ne peut pas descendre en dessous d'une certaine vitesse. Il faut savoir que les drones volent à très haute altitude et sont capables de dépasser les Mach 2, les Mach 3, les Mach 4. C'est-à-dire c'est des engins qui vont très vite. Ça ne correspond pas à ce qui est observé par les témoins, qui sont des engins qui volent lentement, à basse altitude, sans faire de bruit. Voilà, donc ça ne correspond pas du tout aux caractéristiques de vol des drones. Alors pourquoi sont-ils triangulaires? Ce n'est pas pour la portance qu'a le triangle sur l'air. C'est pas comme si c'était une aile volante triangulaire. Je pense que ça met en œuvre une technologie tout à fait qui, à mon avis, se passe aisément des lois de l'aérodynamique. Voilà, c'est pas une technologie comme celle qu'on utilise pour les avions. C'est carrément autre chose. Là, on fait un saut technologique qui pour nous reste incompréhensible. Ça reste incompréhensible. Après, l'autre question, c'était quoi la première question? Je ne me souviens plus. Il y avait une question sur la couleur noire qui ne faisait pas tant illusion que ça d'après la personne. Ah, bon. Alors, bon, j'ai émis l'hypothèse du Vantablack, parce que, bon, c'est le seul matériau, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres. Je sais qu'il y en a un autre, mais bon, je me lancerai pas dans cette hypothèse, mais le Vantablack est le meilleur matériau actuellement utilisé qui pourrait expliquer cette caractéristique que, vu sous un certain angle, le triangle paraît plat. Je dis bien vu sous un certain angle, c'est-à-dire souvent en dessous, quand les gens voient les triangles en dessous. Alors s'ils étaient par exemple à la hauteur du triangle, peut-être qu'ils pourraient voir par l'épaisseur, mais on a très peu de cas de gens qui voient le triangle, je dirais, à leur hauteur. Puisque bon, c'est souvent le triangle, même s'il est à quelques dizaines de mètres, c'est toujours la surface en dessous qui est vue. Bon, alors le Vantablack, c'est une hypothèse aussi. Donc ça montre que nous, on est capable quand même de fabriquer un matériau qui est capable d'absorber la lumière à plus de 99%. C'est énorme. L'absorption de la lumière, enfin de toutes les ondes électromagnétiques, à plus de 99%. Alors bon, si nous on est capable de le faire, une technologie étrangère qui est beaucoup plus en avance que nous, elle a certainement mis au point un matériau beaucoup plus performant que le Vantablack. Bon, voilà. Après la seconde question, c'était quoi? Je ne me souviens plus. C'était ça. Le nombre d'observations. Il y avait une première question
sur le nombre d'observations. Le nombre d'observations, je l'ai dit au début de la présentation de mon livre, depuis les années 60 jusqu'aux années 2000, on a un net accroissement des observations d'OVNI triangulaires. Bon, moi, on est basé à Lyon, l'association OVNI Investigation est basée à Lyon. J'anime aussi un réseau d'enquêteurs, Jean-Louis Lavillot qui est dans la salle pourrait en parler aussi. J'anime un réseau d'enquêteurs qui compte à peu près une quarantaine de personnes. Bon, depuis à peu près environ les années 2000, on enregistre de plus en plus d'observations d'OVNI triangulaires. De plus en plus. Bon, je dis, c'est une statistique moyenne, je dis que 90% des cas qui nous parviennent, et en moyenne, il nous parvient, on va dire, alors ça dépend des périodes, hein, mais en moyenne, il nous parvient, je dirais, une vingtaine de cas par mois. Sur ces 20 cas, on a en moyenne 90% de cas, c'est des OVNI triangulaires. Donc voilà, c'est vraiment... alors, ce n'est pas des statistiques très fines, mais voilà, nous, sur le terrain, on constate un accroissement des OVNI de forme triangulaire. Alors, ce que je dis souvent, pour compléter ça, c'est que, en plus, ce qu'il faut aussi avoir bien conscience, c'est que les cas qui nous parviennent ne représentent toujours qu'un faible pourcentage des cas réellement observés. Parce que, la personne qui voit quelque chose, elle n'a pas toujours envie de témoigner. Elle ne prend pas toujours l'initiative d'aller sur Internet, l'initiative de poster sur Internet. Ce qui veut dire que les cas qui nous parviennent, ça représente peut-être un faible pourcentage de ce qui est réellement observé. Donc ça peut donner une idée de l'ampleur du phénomène. Bon, lorsque je dis qu'on reçoit une dizaine de cas ou une vingtaine de cas d'observation d'OVNI triangulaires par mois, ça veut dire qu'il y a peut-être 300 ou 400 personnes qui voient des OVNI triangulaires. Mais nous, par la force des choses, on n'en reçoit qu'un faible pourcentage. Voilà. Okay. En tout cas, c'est un phénomène en net accroissement. Ok. Ah, oui. Et puis ensuite à Thierry Rocher. Est-ce que dans les observations, les témoignages, on parle du moment où l'OVNI disparaît? Parce que s'il va si lentement, est-ce qu'à un moment comment il fait pour disparaître? Oui, alors ça c'est une bonne question. Je l'ai effleuré dans ma présentation. Alors souvent, le témoin voit l'OVNI triangulaire arriver. Dans quelques cas, l'OVNI passe au-dessus des témoins et disparaît à la même vitesse à laquelle il est venu. Dans certains cas, et notamment dans le cas que j'ai cité, là, le cas de M. Carnic, à Rouen-en-Velin, donc il voit un triangle au-dessus d'un immeuble. Bon, déjà, il ne sait pas comment il est arrivé, ce triangle. D'un seul coup, il lève les yeux et il voit ce triangle. Et la fin de l'observation, c'est le triangle... alors, les termes employés par le témoin, c'est le triangle s'éteint. C'est-à-dire que c'est un peu comme une lumière, un interrupteur, s'est allumé et paf, d'un seul coup, s'est éteint. D'un seul coup, il n'y a plus de triangle. Alors, on ne peut pas dire que le triangle part, que le triangle s'éloigne, mais il disparaît sur place. Donc c'est une des caractéristiques effectivement des triangles. Le triangle voit soudain, le témoin voit soudain un triangle au-dessus de lui, et puis d'un seul coup le triangle disparaît brutalement. Alors, est-ce qu'il est dématérialisé? Est-ce qu'il utilise un système de furtivité qui le rend invisible? Là aussi, toutes les hypothèses sont possibles. Mais souvent, la disparition est brutale, c'est brusque, ça arrive brusquement. Voilà. Là aussi, ça semble mettre en jeu une technologie qui dépasse largement ce qu'on est capable de faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... C'est bon. Oui. Je te passe Thierry Rocher. Bonjour Daniel, Thierry Rocher. Bonjour Thierry. Salut Daniel. J'avais une question toute simple, c'est de savoir
Sur toutes les enquêtes que vous avez menées à OVNI Investigation, vous avez élucidé des cas de triangles, c'est-à-dire les... J'entends mal la question, excusez-moi. Oui, c'est de savoir si, parmi toutes tes enquêtes sur les cas triangulaires, tu as des cas expliqués avec des confusions, notamment des confusions avec des avions, et savoir quel est le pourcentage justement de cas de confusion et de cas non expliqués. Oui, j'ai compris la question. J'ai compris la question. Alors, les ovnis triangulaires, bon, les cas que j'ai cités et les cas qui sont exposés dans mon livre ne prêtent pas à confusion. C'est-à-dire que les témoins ont vu quelque chose qui n'était pas d'origine humaine. Bon, ils n'ont pas dit « Ah, mais ça pourrait être un avion, etc. » Alors, au début de l'observation, les gens voient parfois, dans certains cas, une lumière. Alors, lorsqu'ils voient cette lumière, ils pensent que c'est un avion qui approche ou un hélicoptère qui approche. Ce qui est normal, c'est logique. Hein. On pense déjà, on donne une explication rationnelle. Et puis, brusquement, la lumière se transforme en un engin de forme triangulaire, souvent noir. Et là, bon, les gens disent, bon, il n'y a plus de doute, hein, c'est ni un avion, ni un hélicoptère. On a vu autre chose. Après, il y a les cas de personnes qui voient dans le ciel passer 3 points lumineux qui se déplacent ensemble. Là, effectivement, on a fait des recherches et il y a des satellites qui sont capables de se déplacer par 3. Hein, je sais que l'armée américaine utilise ce type de satellite pour effectuer des triangulations, je suppose. Donc ils se déplacent par 3. Et donc, effectivement, on voit un témoin qui voit passer ça dans le ciel, il dit « Ah ben j'ai vu un ovni triangulaire ». Bon, en fait, il a vu 3 points lumineux qui se déplaçaient en même temps. Voilà. Mais ça reste quand même des cas assez marginaux. Bon, les cas que je présente et les cas sur lesquels j'ai enquêté personnellement, c'est des cas où il n'y a pas de confusion possible avec un autre engin humain connu. Un avion, un hélicoptère, un drone, parce que bon, maintenant il y a des drones, il n'y a pas de confusion possible. Tu vois. Il n'y a pas d'explication, on va dire, rationnelle et commune. Il s'agit de toute autre chose. Ah. Ok. Ah, Michel, petite question. Oui, bonsoir. Oui, en complément tout à l'heure d'ailleurs de la question au sujet des formes triangulaires en elles-mêmes, et effectivement, depuis que ces formes ont essentiellement été massivement apparues en Europe à partir de 90 là, sur la vague de Belgique, un détail intéressant, je trouve, c'est que le fait que ces triangulaires, dont certaines, comme vous dites, atteignaient en plus l'utilisation d'un noir très, très intense et profond, et justement, ça me faisait penser au fait qu'on observe que ces triangles sont souvent font une impression aux observateurs qu'ils sont plus proches d'une communication, d'une approche. Il ne faut pas penser à des choses qui analyseraient uniquement des détails chimiques ou autres de la planète, comme ceux qui, comme vous disiez, faisaient un message au témoin en lui disant « on vous reviendra voir », etc. Et ça fait penser au problème du système que vous connaissez peut-être, le système de signalisation le plus étendu, celui qu'on applique même aux plaisanciers en yachting, qui est le système donc de balises. Or, ces balises, pour la plupart, quand elles sont en jour et qu'elles correspondent à des choses comme objets ayant une propriété, objets à carburant dangereux, oui, inflammables, ce que comporte souvent en triangle noir, et ces triangles noirs sont uniquement signalisation diurne, de jour, jamais en triangle nocturne. C'était ta question, Michel ? Oui. Donc il semblerait que c'est bien associé à des apparitions même diurnes, et qui en plus sont à message...
Daniel, j'espère que... j'ai pas compris la question de façon précise. La question finalement, Michel, c'était... Est-ce que c'était des signaux qu'on nous envoie? Ça semble démontrer qu'il y a une harmonie entre le choix même du matériau en noir et de la forme triangulaire avec certains systèmes de signalisation visuelle en optique. Ah d'accord, donc pour Michel, l'idée c'était est-ce que ça serait pas il n'y aurait pas une symbolique, une correspondance entre la forme et la couleur et une signalisation? Est-ce qu'il n'y aurait pas un sens caché à ce niveau-là? Oui, bon, je me suis posé la question, et d'ailleurs je voulais, dans mon livre, écrire un chapitre sur la symbolique du triangle, et du triangle noir. Tout le monde connaît un petit peu la symbolique du triangle. Hein. En sonnerie, on utilise beaucoup le triangle, avec un œil au milieu. De façon générale, le triangle noir a plutôt une connotation, je dirais, négative quelque chose d'assez angoissant et d'inquiétant. Alors, est-ce que c'est un système de signalisation qui nous serait destiné? Peut-être. Est-ce que la symbolique du triangle agirait au niveau inconscient des témoins ou des populations? C'est possible aussi, effectivement. Ça pourrait expliquer cette forme triangulaire noire. Après, il y a la question des feux. Pourquoi est-ce qu'il y a des triangles qui n'ont que 3 feux, d'autres qui en ont 4, et d'autres qui en ont une multitude? Quelle est la signification symbolique de ces feux? Bon, là, c'est moins évident. Oui, ça reste une hypothèse possible. Il y aurait une symbolique attachée à cette forme triangulaire noire. Moi, je pense plutôt que c'est simplement une technologie qui utilise cette forme et cette couleur, et qui n'aurait pas vraiment de message symbolique derrière. Ça serait pas des balises, ou comme on voit, c'est vrai que parfois on voit le plan Vigipirate, c'est souvent signalisé par un triangle. Alors un triangle rouge. Tout ce qui est dangereux, c'est souvent signalisé par un triangle. Que ça nous mettrait en garde contre quelque chose, pourquoi pas? Ça, c'est difficile à dire. Mais c'est vrai que ça peut être un domaine de recherche intéressant. Peut-être qu'un jour, j'écrirai un livre sur le rapport entre les omnis triangulaires et la symbolique du triangle, effectivement. Ça me paraît assez intéressant. Ok, merci Michel et Daniel. Donc, oui, on a encore le temps pour quelques questions. Okay. Ah, vous séchez? Moi, je veux dire que la lumière... Oui, mais voici les résultats correspondant à Merci Michel. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est Google qui parle tout seul. Il y a eu un gag assez amusant, il y a un téléphone portable qui s'est mis à parler. J'ai entendu. T'as dit merci. J'ai passé la parole à quelqu'un qui a été très sage jusqu'ici. Bonsoir. Dans la période dont vous avez parlé, donc 1960-2000, est-ce qu'il y a une période ou une décennie où les triangles noirs, ou les ovnis de forme triangulaire, apparaissent plus franchement? Est-ce qu'il y a une période où on pourrait dire qu'il y a un avant et un après, en termes d'observation? J'ai pas entendu correctement la question. Est-ce que dans la période dont vous avez parlé, donc 1960-2000, est-ce qu'il y a une décennie ou une période où le triangle apparaît franchement? Oui, en fait, les statistiques montrent, par exemple, dans les années 60, on voyait un triangle en moyenne par an. Dans les années 2000, on en voyait plutôt 230 par an aux États-Unis. Donc, alors on
ne peut pas dire que pendant cette période, bon, il y a peut-être eu des périodes où on en voyait plus que d'autres, mais la tendance générale, statistique, c'est plus d'observations de triangles au fur et à mesure que le temps passe. Alors ça peut aussi s'expliquer par le fait que, bon, je ne sais pas, les gens sont peut-être plus sensibles, regardent plus le ciel, voilà, et bon, maintenant on est informé par Internet, donc maintenant, est-ce que les gens signalent plus les choses qu'avant? C'est possible aussi, mais voilà, nous, on ne fait que constater une tendance générale, et les statistiques montrent. Alors, ce n'est pas des statistiques qui sont extrêmement fines et extrêmement poussées. Bon, ça vient principalement des associations américaines. Mais voilà, on arrive quand même à dégager une tendance générale. Même en France, au sein de l'association OVNI Investigation, on arrive à dégager la même tendance générale au niveau national et on la constate au niveau international. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais oui. Ok. D'accord. Gilles Durand-Dussault, est-ce qu'il y aurait une évolution visible dans la technologie de ces triangles? C'est-à-dire, est-ce que les observations des années 60 par rapport à celles d'aujourd'hui auraient connu une évolution? Est-ce que les anciens sembleraient plus frustres que ceux d'aujourd'hui? Oui. Alors là, je peux répondre et je dis non. Non. Pour la simple raison, c'est que, bon, là, j'ai cité un cas tout à l'heure qui était très très intéressant. Donc, c'est un monsieur qui a vu en 1964, à l'époque, il avait une vingtaine d'années, donc il sortait d'un restaurant, je crois, et il a vu, donc, au-dessus de l'avenue Mermoz, à Lyon, qui est une avenue très fréquentée, un triangle noir, en plein jour, c'était midi. C'était fin juillet, début août. Il y a même eu un article, on a pu récupérer l'article qui avait été publié dans le Figaro, un entrefilet dans le Figaro qui relate cette observation. Et donc, déjà en 1960, on avait des triangles noirs, sans feu. Bon, à la fin des années 80, bon, on avait la vague beige, avec des triangles aussi, avec 3 feux, 4 feux. Et aujourd'hui, en 2019, on a toujours le même type d'engin. Donc il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment une évolution technologique de ces engins. On a toujours à peu près les mêmes formes, les mêmes caractéristiques, les mêmes performances de vol. Il ne semblerait pas qu'il y ait vraiment une évolution. Alors s'il y a une évolution technologique, elle nous échappe. Enfin moi, elle m'échappe. Mais voilà, si on reprend les cas les plus anciens auxquels on a accès, j'ai un cas qui remonte à 1942. C'est un cas qui est observé par des militaires américains qui étaient en manœuvre, je crois que c'était en mer du Nord. Ils ont vu passer un triangle, alors assez rapidement, en plein jour. Voilà, il avait les mêmes caractéristiques que ceux qu'on voit à partir des années 2000. Donc il n'y a pas vraiment d'évolution de la technologie des triangles. Ça, j'en suis quasiment certain. Sinon, est-ce que dans les déplacements de ces triangles, il y aurait des trajectoires erratiques, comme on en a rencontré dans les soucoupes volantes, par exemple? Oui. Bonne question. Ouais, effectivement. Alors, à ma connaissance, là, j'essaye de revoir tous les cas sur lesquels j'ai enquêté. Il n'y a pas de vol erratique. Même lorsqu'il y a, alors souvent, les cas de vol erratique pour des disques volants ou des soucoupes, c'était lorsque ces engins étaient en vol plus ou moins stationnaire. Donc, en fait, elles bougeaient un petit peu de gauche à droite. Or, quand les triangles sont en vol stationnaire, ils sont parfaitement immobiles. C'est-à-dire, ils ne bougent pas. Ils sont en vol stationnaire. Alors, je n'ai pas constaté de vol de triangle en feuilles mortes, par exemple, comme dans le cas des soucoupes volantes. Souvent, bon, les trajectoires sont rectilignes,
C'est-à-dire que voilà, l'OVNI passe au-dessus du témoin, il suit toujours la même trajectoire et hop, il s'en va toujours sur la même trajectoire. Voilà. Donc on n'a pas ce phénomène qu'on a avec les disques volants, effectivement. Alors effectivement, comme le disque volant c'est quelque chose qui n'a pas d'angle, il peut se déplacer dans toutes les directions facilement. Et comme là on a un objet de forme triangulaire, donc avec 3 angles évidemment, est-ce qu'il y en a qui... Est-ce qu'ils se déplacent tous avec une pointe en avant? Est-ce que par exemple il y aurait des cas où ils se déplaceraient avec un côté en avant par exemple? Oui. Alors en fait on a des cas, par exemple dans le cas de M. Karnik, le triangle se déplaçait incliné. Alors on a toutes sortes d'inclinaisons, soit inclinaisons en arrière, soit même des inclinaisons en avant. C'est-à-dire que, bon, par exemple dans le cas de M. Karnik, le triangle était un peu incliné en avant. Bon, on n'a pas de cas de triangle qui se déplace dans le sens du côté. C'est-à-dire, par exemple, sur sa base, la base du triangle. Il y a un cas, alors c'est un cas assez étrange, c'était un cas qui était dans la région de Bordeaux, où le témoin a signalé un ovni avec des espèces de feux rouges sur la base du triangle, qui se déplaçait avec la base comme s'il allait à reculons. Enfin, pour nous, peut-être que pour lui ça ne correspondait pas du tout à un déplacement en reculons. Mais c'est plutôt rare. En général, les triangles se déplacent plutôt la pointe en avant. Voilà. Bon, et souvent, parfois, ils ont une position inclinée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas parfaitement plats. Mais ils se déplacent pratiquement jamais avec un des côtés en avant. Enfin, c'est ce qu'on a constaté. Oui, il y a un blanc là. Il était en train d'essayer de vendre un bouquin. Ok. Non? Si, une question. Oui, merci. Alors écoutez, vous avez étudié, là, M. Robin, donc 2 choses apparemment très différentes, mais vous les avez approfondies, vachement bûchées, quoi. Donc, d'une part, les triangles, les ovnis triangulaires, d'autre part, Fatima 1917. Alors, en ce que ces 2 choses, bon, il y a des extraterrestres derrière, hein, bon, j'en dirai pas plus, je m'exprime sommairement. Enfin, est-ce qu'on peut trouver, dans l'analyse de ces 2 types de phénomènes, auprès de l'humanité, dirais-je, des points communs, quoi, des points communs. Comment est-ce qu'on peut faire des rapprochements? Je ne sais pas. Oui. J'ai compris la question. Oui. Oui, alors effectivement, j'ai écrit un livre sur les apparitions dites mariales de Fatima. Donc j'ai vraiment creusé la question de ces apparitions mariales, enfin de ces pseudo-apparitions mariales, puisque ça a été récupéré par l'Église catholique, qui a transformé les apparitions de Fatima en apparitions mariales. Est-ce qu'il y a des points communs entre ces événements de Fatima qui sont déroulés entre 1915 et puis 1917 hein. La dernière apparition, c'était le 13 octobre 1917, donc à Fatima. Oui, puisque ça rentre dans ce que Gilles Pinon disait, la phénoménologie du phénomène OVNI, c'est-à-dire que bon, c'est quand même un phénomène assez mystérieux qui semble se jouer avec l'espace, le temps, la matière et l'énergie. Donc on retrouve les caractéristiques générales du phénomène OVNI, à la fois dans les apparitions de Fatima et les apparitions, les observations d'OVNI triangulaires. Bon, à part ça,
c'est difficile de trouver des relations entre ces deux types de phénomènes. Bon, peut-être que la source est commune. On peut imaginer que derrière les apparitions de Fatima, comme derrière les observations de l'OVNI triangulaire, il y ait la même intelligence, la même technologie. Bon, à Fatima, ce n'était pas un triangle, c'était un disque. Le 3 octobre 1917 ont vu un disque, ils ont vu carrément une soucoupe volante. Hein, c'était un disque argenté aux arêtes vives, qui tournait rapidement sur lui-même et qui émettait dans toutes les directions des lumières de toutes les couleurs. Voilà. Donc, là, on a bien un phénomène de type ovnien avec une soucoupe volante. On n'a pas, dans les apparitions de Fatima, d'ovni triangulaire. On est en 1917. Voilà. On peut dire que les triangles, vraiment, commencent à apparaître de façon très importante, je dirais, vers la fin des années 80. Bon, on a quelques cas avant, mais ça reste quand même assez marginal. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vrai que ce serait peut-être intéressant de faire une analyse du rapport qu'il pourrait y avoir entre ces deux types de manifestations, effectivement. Ça reste une étude à faire. Ça reste une étude à faire. Les triangles de la vallée de l'Hudson, c'est dans quelle décennie? Ah oui, alors ça c'est très intéressant. C'était au début des années 80, c'était en 82. Et là, on a eu, alors il y a eu un livre intéressant de Imbroglio qui s'appelle, c'est un auteur américain qui a écrit une étude sur cette vague de la vallée de l'Hudson, qui est une vallée qui se situe au nord de New York. Et là, on t'entend plus, attends. Vas-y, essaye de parler pour que je vois si ça... Il y a eu des triangles, mais c'était surtout des ailes volantes en forme de boomerang. Bon, on pourrait inclure ce type de phénomène dans le phénomène des ovnis triangulaires. Hein. Je dis, bon, il y a aussi des ovnis en forme de V ou de chevron. Les formes de boomerang pourraient aussi rentrer dans cette catégorie. C'est vrai que la vallée de l'Hudson, là, il y a eu plusieurs centaines de témoignages. Il y a même eu le survol d'une centrale nucléaire au nord de New York pendant 20 minutes par un objet en forme de boomerang. Voilà. Donc, alors, j'en parle pas beaucoup dans mon livre, parce que je ne peux pas tout mettre dans le livre. Dans le livre, je mets surtout les cas que j'ai enquêtés moi-même, voilà, et que l'association d'investigation a enquêté. Je n'ai pas enquêté sur les cas de la vallée de l'Hudson. Mais il y a de très bons livres qui ont été écrits. Ah, je crois que... On t'entend plus, Daniel. Tu m'entends? Bon. Tu m'entends là, Daniel? Oui, je t'entends très bien. Parce que pendant une minute, on ne t'entendait plus du tout. Là, d'accord. Là, c'est reparti. D'accord, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de mal. C'est vrai. Tu parlais de la vallée de l'Hudson. Ta question concernait les observations de la vallée de l'Hudson, c'est ça? Oui, mais on a entendu la plupart de ta réponse, mais juste à la fin. D'accord, ok, ça va. Bon. Ce que je propose, c'est que, à moins qu'il y ait une dernière question, qu'on arrête la soirée. Tu veux peut-être dire deux mots sur... En tout cas, bon, merci à toi, Patrice, de m'avoir invité à OVNI Paris. Hein, c'est très intéressant. Bon, c'est un sujet un petit peu pointu à l'intérieur du phénomène OVNI, mais voilà, bon, je pense que c'était important de faire cette étude la plus complète possible sur les ovnis de forme triangulaire. Bon, j'espère qu'il y en aura d'autres, mais voilà, sans me vanter, je pense être le premier à avoir fait l'étude complète sur ce sujet. Certainement. Ça va intéresser beaucoup de monde. Voilà. Et merci beaucoup.
beaucoup, c'était vraiment intéressant et on sent le travail et la motivation. C'était vraiment très bien. Merci beaucoup. Merci Patrick. Merci. Bon, eh bien bonsoir. Merci, bonne soirée Patrick. Et on se tient au courant pour la suite. Ok. Merci. Au revoir. Je coupe. Boum. Merci beaucoup, messieurs, dames. Rentrez bien chez vous. Il n'y a pas de soirée au Paris en août, comme d'habitude. Ça commence en septembre, avec Elisabeth de Caligny, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça sera au début, le 4 septembre, je pense. Le sujet, c'est le livre, c'est en fait les communications entre les humains et des humains de tout espace. D'accord? En fait, c'est sur les contacts célèbres. Enfin, pas si célèbres que ça. Il a retrouvé des histoires que moi j'avais bien oubliées.